C'est bon. Bonjour, alors nous allons poursuivre avec notre cours, mais avant nous allons revenir un peu pour une petite révision ou pour un rappel. Alors nous allons commencer avec le grand A qui est le modèle de croissance de dividendes. C'est un cours déjà abordé, nous allons tout simplement rappeler. Alors, conceptuellement, le mode de croissance des dividendes permet d'évaluer les actions suivant de dividendes actualisées avec un taux de croissance constant. Alors là, nous avons la formule. La formule, nous avons D1. DT est égal à D1. Facteur 1 plus G exposant T moins 1. Le G représente la croissance. G, c'est la croissance. Et DT n'est tout autre que le dividende relatif de l'année T, c'est-à-dire l'année en cours, une année quelconque. C'est DT qui veut tout simplement dire l'année en cours ou bien l'année T. Peut s'exprimer en fonction du taux D. Le taux D, je l'ai bien dit, D1. Le taux D1 de l'année 1 selon la formule suivante. Alors, la formule ici, nous avons D, T est égal à D1, facteur de 1 plus G exposant T moins 1. Avec G, nous avons dit G, c'est le taux de croissance constant. Avec G, le taux de croissance annuel des dividendes, considéré comme constant et considéré comme constante assimilable aux perspectives de croissance future du titre de l'entreprise cotée. Entre parenthèses, taux de la variation du capital. Alors, un peu plus bas, nous allons voir que là, nous avons une formule qui est V0. La formule, elle est là. V0. Cette formule, alors V0, avec V0 c'est quoi? V0 c'est le cours ou la valeur de l'action à l'instant présent. V0 est égal. V0 veut tout simplement dire le cours ou la valeur de l'action à l'instant présent. Et le DT, nous l'avons dit, c'est le dividende futur relatif à l'année T. Alors, nous avons ici RI. RI, c'est quoi? RI, c'est le coût des capitaux propres de l'entreprise, servant de taux d'actualisation. Dès lors, V0 est tel que V0, c'est la même formule que nous avons parlé en premier. V0, nous avons ici D1, facteur de 1 plus G exposant T moins 1 sur 1 plus RI. Donc il y a la formule là, toutefois vous pouvez noter. Alors ici nous avons la somme des éléments d'une suite géométrique de premier terme. Notre formule est là et du coup nous avons A est égal à D1 sur 1 plus RI. Nous avons dit RI, c'est le coût de capitaux propres à l'entreprise. Donc le RI, c'est le coût de capitaux propres à l'entreprise. Le D1, c'est le taux de dividende de l'année 1. Alors, en ce moment, RI et G étant positifs, la suite est convergente. Si RI est supérieur à G. C'est-à-dire ici, si notre RI est supérieur à G,
En ce moment, V sera égal, nous sommes là, V sera égal à D1 sur RI moins G. Alors, en ce moment, quelle sera la formule finale? Notre formule finale, c'est là où se trouve le d'où R1, d'où RI est égal à D1 sur V0 et du taux de croissance des dividendes. Alors là, nous avons une formule finale et là, nous avons carrément une formule dans laquelle nous parlerons du coût des capitaux propres de l'entreprise. RI est égal donc égale à la somme du rendement de l'action. La somme du rendement est là, R1 sur V et du taux de croissance des dividendes. Nous avons dit que le taux de croissance des dividendes, c'est le G. Le G, c'est le taux de croissance de dividendes. Alors, dans la pratique, certaines entreprises cotées versent un ratio. Verse un ratio. Notre ratio, en ce moment, est D1 sur V. Notre ratio est là, le ratio est là, D1 sur V0. Elles sont alors considérées comme des valeurs de croissance suivant intéressantes à la moyenne ou long terme. Alors là, nous avons le B, nous sommes au B, le B, nous avons parlé du pair. Là, nous avons le pair ou notre ratio cours bénéfice. Je reprends, pair ou ratio cours bénéfice, soit V0 le prix, nous sommes là, soit V0 le prix de la valeur actuelle d'une action en T0, tel que nous avons la formule ici, V0 est égal à B par 0 multiplié par pair. Le pair là, nous avons dit c'est notre ratio des cours, ratio bénéfice. Avec D, nous savons déjà c'est quoi le D. Alors ici, nous avons pour l'équation finale, notre équation est là. Ici, nous avons notre ratio. Ici, nous avons notre valeur de bénéfice que nous avons parlé en premier, ratio cours-bénéfice. La formule finale, elle est là, c'est une équation. Là, nous avons la même formule dont nous avons parlé, D1 sur R1 moins G. Il s'ensuit que notre paire serait égal à V0 sur B pas 0 égale à D multiplié par B pas 0 sur le RI moins G. Nous connaissons déjà le RI et le G. Là, nous avons tout simplement la même valeur au niveau sur les deux côtés. Et là, notre formule finale, D est égal à RI moins G. Alors, le OC, nous allons voir d'autres modèles. D'autres modèles que nous allons voir, c'est le modèle actuariel. Nous avons parlé du modèle actuariel. Il existe généralement le modèle Strebel, entre parenthèses 1953, basé sur la décomposition de la capitalisation boursière d'une société en revenus issus de son potentiel existant et ceux issus de son potentiel croissance. Et en deuxième, nous avons aussi un autre modèle, c'est les modèles généralisants. Le modèle de croissance, exponentielle.
de Gordon, 1956. Alors, au petit 1.1.2, nous allons voir le modèle d'équilibre des actifs financiers, ce que l'on appelle MEDAF. MEDAF. Alors, nous allons faire la lecture. Le modèle d'équilibre des actifs financiers, MEDAF ou capital AC, permet d'estimer le taux de rentabilité attendu par le marché. Je reprends, permet d'estimer le taux de rentabilité attendu par le marché sur un actif risqué. Ici, l'actif risqué, c'est le I. À partir du taux d'intérêt sans risque, en parenthèse bonus du trésor, de l'espérance de rentabilité du marché financier et du coefficient. Ici, nous avons notre et du coefficient marché de rentabilité et le coefficient. Nous avons le coefficient ici, spécifique ou titre I à partir de l'équation suivante. Alors, nous avons ici notre formule d'équilibre. E est égal à E parenthèse I, RI est égal à RI égal à RF plus facteur E, RM moins RI. Nous avons ici notre coefficient. Alors, vous verrez plus de détails ici, avec RI ou E, facteur de R1, le coût des capitaux propres. Ici le RI ou le ER représente le coût des capitaux propres. RI, le taux de rentabilité des actifs sans risque. Alors, notre taux de rentabilité des actifs sans risque est tout simplement le RI. Alors, le R1 représente le taux de rentabilité des actifs sans risque, le RF. Et en ce moment, nous avons une formule finale qui est ici. Alors, selon le MEDAF, le taux de rentabilité espéré d'un actif risqué, risqué ici, notre actif risqué est ici, est là, où le R, c'est-à-dire le coût des capitaux propres de l'entreprise, est égal à la somme du taux d'intérêt sans risque et d'une prime de risque. La formule finale, elle est là. Nous avons ici facteur de E, entre parenthèses RM moins R. Proportionnellement au risque systématique. Le risque systématique. Notre risque systématique. Au risque systématique. Le risque systématique est ici. Nous avons ici le risque systématique, bêta QM. Et non pas au risque total. Le risque total, nous avons ici le risque total pour plus de détails. Pour plus de détails, CF. Alors ici, nous avons l'interprétation de bêta I
en tant que coefficient. Donc bêta I est notre coefficient de collabilité. En tant que coefficient de collabilité, bêta exprime la sensibilité du titre I à celle de l'indice général du marché. L'indice général du marché, c'est le RM. Le RM, c'est l'indice général du marché, c'est-à-dire la contribution de la valeur I au risque de portefeuille. Alors, plus spécifiquement, BKI représente le coefficient de risque systématique ou risque de marché. Alors ici, nous avons les valeurs BKI permettent de distinguer trois types de situations et donc de titres. Alors là, nous avons les trois types de situations. Nous avons les trois types de situations ici. Si bêta est supérieur à E, RI supérieur. Si bêta est supérieur à I à 1, si supérieur à 1, ERI supérieur à ERM, l'action amortie, nous avons ici l'action amortie des fluctuations du marché à concurrence de sa valeur et est dite défensive. Alors, nous avons aussi une deuxième possibilité. Si bêta I est égal à 1, alors la formule elle est là. ERI est égal à ERM. L'action réplique les fluctuations du marché et est dite neutre. Et le dernier élément, c'est si bêta I supérieur à 1, ERI supérieur à ERM, l'action amplifie les fluctuations du marché à la concurrence de sa valeur et est dite agressive. Un, deux, le coût des dettes financières. Alors là, nous allons voir les coûts des dettes financières. Le coût des dettes financières est un coût explicite correspondant au titre d'intérêt constaté sur le marché de la dette. Plus spécifiquement, du point de vue comptable, le coût des dettes financières correspond aux charges financières nettes des produits rapportés au niveau d'endettement net. Du point de vue financier, le coût de la dette représente le taux de rentabilité exigé par les créanciers de l'entreprise pour refinancer son passif. Alors ici, nous avons la manière de calcul du coût moyen pondéré du capitaux, ce qui est appelé CMPC, calcul du coût moyen pondéré du capital, CMPC. Alors ici, nous avons le levier. Ici, nous avons le levier d'endettement ou levier
financier tel que la formule, elle est là, est égal à DF sur CF. DF sur CF, sur CP plutôt, DF sur CP, évalué en valeur de marché. Autant que positif, sinon en valeur de comptabilité. Le coût moyen pondéré du capital d'une entreprise est donc égal, la formule elle est là, la formule elle est là, du coût moyen pondéré du capital d'une entreprise. Avec RI, le coût des capitaux propres à l'entreprise, RF, le coût net des dettes financières, tel que RF est égal à RF facteur 2. Alors, le cas échéant à partir de valeurs comptables reflétant la structure financière actuelle de l'entreprise, susceptible toutefois d'être modifiée dans le temps. Et afin d'éviter toute erreur d'estimation, la bonne méthode consisterait à considérer des pondérations reflétant la structure financière que l'entreprise souhaiterait atteindre à long terme. Qualifier de structure financière cible, retenu comme taux d'actualisation pour toutes les procédures d'évaluation. Le CMPC se doit de refléter le niveau de risque du projet d'investissement étudié. Or, dans la pratique, une entreprise peut avoir une activité extrêmement diversifiée et donc plusieurs projets d'investissement en cours ou à l'étude. La question se pose alors de savoir si une entreprise doit procéder à un seul et unique CMPC ou au contraire plusieurs. Alors là, nous allons parler de l'application aux entreprises non cotées. La formule MEDAF postule implicitement que le calcul du CMPC s'explique seulement aux entreprises cotées. Alors, ça veut dire que cette formule-là est juste appliquée pour les entreprises cotées. Il n'en est rien sous réserve d'utiliser une entreprise cotée similaire pour déterminer le CMPC d'une entreprise non cotée. Or, les structures financières différentes des deux entreprises biaisent le calcul. Illustration. Là, nous avons une illustration, soit une entreprise non cotée A, ne disposant donc pas
un coefficient, notre coefficient est la bêta I. Donc, la structure financière est composée de 40% de capitaux propres et de 60% de dettes. Pour calculer le CMPC de cette entreprise, il convient d'identifier une entreprise cotée A similaire à A, opérant dans le même secteur d'activité. La structure financière d'A' est composée de 70% de capitaux propres et de 30% de taux de dette. Par ailleurs, bêta A' est égal à 1,10. Si A' possède la même structure financière que A, alors bêta A' est appliqué à A. Mais dans la pratique, ce n'est presque jamais le cas. Pour ce faire, l'équation, il y a l'équation qu'on appelle par l'équation d'Amada, est utilisée en considérant dans la même formule les coefficients bêta I d'une entreprise sans dette notée bêta SD. Donc bêta SD est le coefficient d'une entreprise sans dette. Et là, nous avons la formule bêta SD est égal à bêta SD est égal à bêta END sur DF 1 plus l'équation, nous avons 1 plus DF sur CP multiplié par alors ici nous avons le taux d'imposition. Ici nous avons notre taux d'imposition. Là, notre taux d'imposition est de 30%. Bêta A' SD est égal à bêta A' ND, à bêta A' E ND, facteur de 1 plus DF sur CP. Alors, si A' n'avait aucune dette financière, son coefficient bêta A serait égal à 0,85. Si A' n'avait aucune dette financière, son coefficient bêta A serait égal à 0,85. En espèce, 0,85 représente le risque d'activité du secteur et facteur de 1 moins 0,85 le risque financier. Alors ici, nous avons la deuxième étape du calcul de bêta A END de A sur la base de la formule bêta A' SD est égal, nous avons la formule ici. Il devient alors cette formule qui est bêta exposant A, bêta A N E N D est égal à bêta A plus SD.
nous avons l'équation ici. 1 plus DF sur CF sur CP est égal à 0,85 facteur de 1 plus 60 sur 40 multiplié par, nous avons ici, on ferme la parenthèse, est égal à 1,75. Alors, si A était coté, elle serait alors un coefficient bêta A. Si A était coté, elle serait alors un coefficient bêta A est égal à 1,75. C'est-à-dire si A était coté, alors ici, le coefficient bêta A serait égal à 1,75, permettant ainsi le calcul de son CMPC. Nous allons voir l'application, estimation de G par le taux de croissance autonome. Estimation de G par le taux de croissance autonome. Dans le modèle de croissance des dividendes, l'estimation de G peut se faire à partir de 3 types de méthodes. Alors là, nous allons estimer la valeur de G. Alors, la première méthode, c'est par l'analyse financière. Et la deuxième méthode à partir de la tendance passée. Alors, méthode de tendance passée est une méthode peu fiable. Et la troisième méthode, c'est par le taux de croissance autonome. Le taux de croissance autonome, ou taux de croissance autorisé est le taux de croissance que l'entreprise peut soutenir de façon autonome à moyen ou à long terme. Je reprends, le taux de croissance autonome ou taux de croissance autorisé est le taux de croissance que l'entreprise peut soutenir de façon autonome à moyen ou à court terme. Ça veut dire que l'entreprise a la possibilité des moyens et la possibilité de soutenir ce taux à moyen et à long terme. C'est-à-dire sans soutien de l'extérieur. Ceux-ci sont modifiés ou détériorés l'équilibre de sa structure financière. Soit la configuration suivante avec un résultat net comptable égal à 100 €. Là, nous avons un modèle, nous avons un exemple, 100 € et un taux de rétention de ces bénéfices de 40%. Alors là, nous sommes aux actifs. Ici, les actifs, nous avons pris 1000 €. Capitaux propres, nous avons pris 500 €. Dette financière, 500 €. Dans le cas présent, le taux de rentabilité des capitaux propres est égal à RNC sur CP est égal à 20%. Sur la base d'un RNC égal à 100 €, 40 € sont donc directement privilégiés et mis en réserve. Entre parenthèses, c'est une rubrique réservée. Venons ainsi augmenter le montant des capitaux propres
cette hausse de 40 € des capitaux propres permet d'augmenter parallèlement du même montant le volume des dettes financières, tout en maintenant un ratio d'endettement. Alors là, nous avons notre ratio d'endettement qui est CP sur DF stable. Selon le principe de comptabilité en partie double, il est alors possible d'augmenter de 100 € par exemple le taux des actifs, soit une hausse de 8%. Alors là, nous avons parlé de l'augmentation. Ici, nous avons 1000 € plus 80 € au niveau des actifs, et au niveau des capitaux propres, nous avons 500 € plus les 40 €, et au niveau des dettes, nous avons nos dettes financières 500 € plus 40 €. Sous hypothèse d'un taux de rentabilité des actifs, entre parenthèses, ou de productivité des actifs, nous sommes là, le CA sur les actifs, constant dans ce cas, si les actifs augmentent de 8%, le CA, capitaux, pourra alors croître des mêmes 8%. Cette croissance de 8% représente principalement le taux de croissance autonome tel que le taux de croissance autonome. Là, nous avons la formule du taux de croissance autonome RNC sur CP multiplié par le taux de rétention des bénéfices. L'entreprise peut ainsi envisager sereinement et sainement d'accroître son capital propre de 8% sur le moyen ou le long terme sans dénaturer ou perturber l'équilibre de sa structure financière. Alors, dans la pratique, la notion de taux de croissance autonome est de même d'éviter des difficultés de croissance mal anticipées par l'entreprise, qui parfois souhaite à tort croître plus rapidement que le taux de croissance autonome, créant ainsi un désajustement durable entre le taux de croissance réel et autonome. Alors, pour conclure, le taux moyen pondéré du capital, entre parenthèses le CMPC de l'entreprise, désigne le coût moyen pondéré dans l'ensemble de ses sources de financement, à savoir les capitaux propres, et les dettes financières. Les dettes financières DF, capitaux propres CP. La pondération de ces deux sources de financement correspondent à leur poids dans la structure financière de l'entreprise. Les actionnaires, le coût des capitaux propres présente la rémunération exigée ou attendue de leur capital investi. Je reprends. Pour les actionnaires, le coût des capitaux propres
représentent la rémunération exigée ou attendue de leur capital investi en actions compte tenu du niveau de risque encouru pour l'entreprise. Il correspond au prix relatif implicite de ses capitaux propres. Le coût des dettes financières est un coût explicite correspondant au taux d'intérêt constaté sur le marché des dettes. Alors le CMPC peut se calculer aussi bien pour les entreprises cotées que non cotées. Pour ces dernières, le recours aux équations d'Amada est nécessaire, retenu comme taux d'actualisation pour les procédures d'évaluation. Le CMPC doit refléter le niveau de risque du projet d'investissement étudié. Alors ici, nous avons les mots-clés de notre cours. Nous avons les mots-clés ici. Coefficient de volatilité, coefficient de volatilité, le coût des capitaux propres. Nous avons coût des dettes financières, coût moyen pondéré du capital, équation équation d'Amada, modèle de croissance des dividendes, modèle d'équilibre des actifs financiers. Nous avons le PER ou ratio coût-bénéfice. Nous avons le taux de croissance autonome, structure financière cible. Alors, nous allons aborder notre deuxième chapitre aujourd'hui, qui est les capitaux critères de choix d'investissement en avenir certain et la création de valeur. Les capitaux critères de choix d'investissement en avenir certain et la création de valeur. Objectif du chapitre. Alors, l'objectif du chapitre est de présenter les différentes composantes des flux de trésorerie espérés d'un projet d'investissement, présenter les principaux critères de sélection d'un projet d'investissement et présenter les conflits entre les critères de la vanne et du tri. Alors là, nous allons commencer par la notion d'investissement et sa valeur dimension temporelle. Les méthodes de mesure de la rentabilité d'une opération sont basées sur une optique financière
constant à comparer la mise de fonds initiale, entre parenthèses, dépenses d'investissement, avec les recettes futures générées par le projet. Cette optique confère à l'opération d'investissement d'une dimension temporaire, selon laquelle investir consiste à renoncer à des liquidités présentes en vue d'obtenir dans le futur des liquidités supérieures. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous avons un projet d'investissement, l'objectif est d'investir, mais pas en vain, mais pour recevoir plus que ce que nous avons investi. Donc avoir plus de bénéfices sur notre investissement. D'un point de vue plus comptable, l'investissement consiste pour une entreprise à engager durablement des capitaux, en parenthèse de son passif, sous des formes incorporelles ou corporelles. Entre parenthèses à son actif immatériel, entre parenthèses immatériel ou matériel, à son actif dans le but d'en obtenir en retour ultérieur satisfaisant. En termes de rentabilité, compte tenu du niveau de risque encouru, alors les flux de trésorerie espérés, ce que l'on appelle par FT, les flux de trésorerie espérés FT ou flux de revenus futurs relatifs au projet d'investissement correspond à la différence entre les sorties de fonds flux sortants et les entrées des fonds flux entrants compte tenu des impôts sur les bénéfices. Du point de vue méthodologique, il est possible de distinguer 4 étapes susceptibles dans la détermination des flux de trésorerie provisionnelle. Alors, ici, nous allons voir quels sont les quatre étapes permettant de déterminer les flux de trésorerie provisionnelle. La première étape, nous avons la détermination de l'horizon provisionnel d'investissement. Dans la pratique, l'horizon provisionnel d'investissement, entre parenthèses, ou durée de vie provisionnelle du projet correspond à la durée de vie économique du bien. Alors, la deuxième étape, nous avons détermination des flux de trésorerie d'investissement. Troisième étape, détermination des flux de trésorerie d'investissement d'exploitation. Et la quatrième étape, détermination et prise de compte d'une valeur résiduelle. Il s'agit de la valeur de revente éventuelle du projet d'investissement en fin
de période d'exploitation. En principe, son calcul possède de l'actualisation, mais dans la pratique, la valeur liquidative ou la valeur d'usage sont retenues comme référence. Au total, les flux de trésorerie prévisionnels ou espérés d'un projet d'investissement, nous avons dit FT, se calcule comme la somme des flux de trésorerie. La somme des flux de trésorerie. FTI, des flux de trésorerie d'exploitation. FTE, et d'une valeur de revente éventuelle, entre parenthèses, valeur résiduelle, VR, net, tel que nous avons ici la formule. F est égal à FT1, FTI plutôt, plus FTE, plus VR. Je reprends. Flux de trésorerie, c'est FT, flux de trésorerie. FI, flux de trésorerie d'investissement. FTE, flux de trésorerie d'exploitation, plus la valeur résiduelle qui est VR, valeur résiduelle. Alors, flux de trésorerie d'investissement, FTI, pour chaque période T, pour chaque période T1, les flux de trésorerie d'investissement FIT, FTI comprennent la totalité des dépenses d'investissement en tant qu'investissement immatériel ou matériel, ainsi que toutes celles relatives aux besoins en fonds de roulement. Notre fonds de roulement est là, en fonds de roulement BFR, généré par le cycle d'exploitation. Ils sont tels que, nous avons ici la formule. Avec la variation du BFR s'exprimant en fonction de celle du chiffre d'affaires. Les flux de trésorerie d'exploitation FTE pour chaque période T1, les flux de trésorerie d'exploitation FTE correspondent au revenu net d'exploitation généré par le projet d'investissement calculé après impôt tel que. Nous avons ici notre formule. Avec nous avons l'excédent du brut d'exploitation,
l'excédent net d'exploitation, les dotations aux amortissements et prévisions d'exploitation, taux d'imposition, alors ici, nous allons voir les différentes catégories d'investissement. Les différentes catégories d'investissement. Plus spécifiquement, les investissements immatériels correspondent à 2 points. Nous avons des investissements de recherche, développement, estimés à permettre la production d'autres produits dans l'avenir. Des investissements dans de nouvelles technologies d'information, des investissements commercialement stratégiques, des investissements humains et sociaux, des investissements financiers, des investissements obligatoires ou légaux, des investissements stratégiques, des investissements de renouvellement ou de remplacement destinés à remplacer les équipes, des investissements de capacité, des investissements de production, de productivité ou modernisation destinée à un produit mieux en réduisant les coûts de production initiale, des investissements de diversification destinés à permettre la production de nouveaux produits. Alors, nous pouvons nous poser certaines questions. Quand investir? Les phases d'investissement de l'entreprise épousent son cycle de vie. Ainsi, l'entreprise est à même d'investir. En phase de création, démarrage, stade où l'entreprise développe ses produits ou services nécessitant des dépenses importantes sans contrepartie de recettes immédiates. C'est-à-dire lorsque une entreprise est en phase de lancement de ses produits ou services, en ce moment, l'entreprise a intérêt d'investir et pendant cette phase, l'entreprise n'attend pas de bénéfices. Alors, la deuxième phase, en phase de croissance-développement, stade où l'entreprise pénètre le marché ou le segment visé nécessitant des investissements relatifs à la production. Entre parenthèses, investissements matériels et à la commercialisation de ces produits ou services. Investissement immatériel. Alors, phase de maturité, lorsque les produits ou les services sont ancrés, les dépenses concernant alors essentiellement des investissements matériels de renouvellement ou de remplacement. À noter que pendant la phase ultime et la phase ultime de déclin, les investissements sont stoppés et selon l'évolution du marché, l'entreprise engage même une procédure de désinvestissement. Alors ici, nous sommes en train de terminer en un mot avec le cycle de vie d'investissement. Avec le cycle de vie d'investissement. En phase de lancement de projet, l'entreprise est obligée
d'investir sans attendre un retour. Parce que là, l'entreprise investit d'abord. Et c'est pendant la phase de maturité que l'entreprise le produit commence à générer des bénéfices. Et en ce moment, l'entreprise investit pour d'autres projets. Et c'est en phase de déclin que l'entreprise ne pense plus à investir, mais plutôt à voir quels sont des nouvelles investissements. Alors, nous allons terminer aujourd'hui par cette partie, par les phases. Je reprends. En phase de maturité, lorsque les produits ou services sont ancrés, les dépenses concernant alors essentiellement des investissements matériels de renouvellement ou de remplacement. Merci pour votre attention. Nous allons poursuivre notre cours prochainement.